is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live des chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, le président d'Alira. Je suis très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à tout le chat, ça me fait plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, on a la chance, en plus des membres de l'équipe habituelle, Gaëtan, Cyril et Daniel, d'être accompagnés par deux invités exceptionnels. Fanis Michaelis, qui est spécialiste, peut-être même le spécialiste français du Bitcoin, en tout cas parmi les quelques spécialistes de cette question en France. Merci beaucoup Fanis de nous avoir rejoints pour ces chroniques. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et Sébastien Gouspillou, notre mineur préféré, l'homme qui minait du Bitcoin à grand renfort d'ASIC dans plein de pays dans le monde. Merci beaucoup Sébastien d'être avec nous aujourd'hui, ça nous fait très grand plaisir de t'accueillir. Du coup, vous l'aurez compris, avec deux invités pareils, on va évidemment parler du Bitcoin aujourd'hui. Bonjour à tous dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on lira le chat avec attention. Et peut-être qu'on peut attaquer tout de suite par le premier sujet, tout simplement, qui concerne un petit état des lieux sur Lightning Network. Où on en est de ce canal de paiement. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est utilisé? Ça fait quelques années maintenant que ça a été mis en place. Est-ce que ça a répondu aux promesses qui étaient celles d'il y a quelques années? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce réseau de paiement? Est-ce que je pense qu'on revient à la base? Allez, on peut peut-être d'ailleurs redire effectivement ce que c'est que Lightning, rapidement comment ça fonctionne pour les personnes qui verraient ça de loin. Tu veux nous préciser, Cyril? Je suis pas forcément expert dessus, mais oui, pourquoi pas. De manière très très simplifiée, Lightning Network est donc un réseau secondaire à Bitcoin, un réseau qui vient se rajouter au réseau Layer 1 de Bitcoin. Et Lightning permet, avec l'ouverture de canaux entre deux personnes, de faire des échanges de valeurs, de faire des échanges donc du coup de BTC entre deux personnes, et ce en dehors du settlement de la Layer 1, pour ensuite, évidemment, au moment de la fermeture du réseau, le faire arriver sur la Layer 1, et ce, de manière très peu coûteuse, donc avec très peu de fees, de manière quasiment instantanée. Donc, c'est plutôt intéressant pour du paiement d'usage, du paiement quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que Lightning a été créé en tout cas. Ok, trop bien. Fanis, pour toi, on en est où sur ce réseau? Ça marche bien, je trouve. Après, forcément, il y en a toujours la question de l'adoption qui va plus lentement
que certains le souhaiteraient, etc. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on regarde, je sais pas, si on regarde sur Bitrefill, par exemple, qui est un site assez connu où on peut acheter des cartes cadeaux en plein de cryptos différentes. C'est vrai que quand on est à fond sur Lightning, on s'attendrait à ce que ça soit une des méthodes les plus utilisées parce qu'on trouve que ça marche vachement bien, parce qu'on a l'instantanéité du paiement, les frais réduits, etc. Et après, quand on regarde les statistiques, on se rend compte que Lightning n'est pas encore la solution la plus utilisée. Alors, je ne sais pas quelles sont les dernières stats, mais il n'y a pas si longtemps, Dogecoin était plus utilisé que Lightning pour acheter des cartes Aïe. cadeaux. Mais à part ça, du point de vue technique, ça devient de mieux en mieux. Donc il y a plein de challenges encore à adresser, mais on les adresse petit à petit au fur et à mesure. Ok. Et donc voilà. Oui, en termes d'adoption, justement, j'étais assez surpris positivement et en même temps, ça m'a fait bizarre d'apprendre que Binance acceptait le Lightning Network, allait annoncer accepter le Lightning Network sous peu. Et en fait, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai dit très bien, c'est positif pour le Lightning Network, mais j'étais étonné que ce soit pas déjà le cas en fait. Ça fait déjà tellement d'années que Lightning Network est mentionné, qu'on en parle, que j'étais surpris que le Lightning n'était déjà pas adopté par Binance en fait. Donc c'est positif, mais ça prouve à quel point ça a été long et fastidieux pour Lightning de rentrer dans cette phase d'adoption. Kraken de mémoire l'a accepté il y a quelques mois également, peut-être si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est assez long comme adoption, mais ça marche bien. Quand on l'utilise, ça fonctionne. Alors, il y a toujours un débat entre le fait d'être custodial ou non custodial, et ça, j'aimerais bien peut-être justement en reparler avec Fanis, parce que le Lightning Network aujourd'hui, soit on l'utilise de manière custodiale, soit on l'utilise de manière non custodiale. Et ce n'est pas les mêmes UX et la même facilité d'utilisation. Et donc, Tu si peux avec rappeler Fanis, custodial, non custodial oui, donc il y en a un en fait où tu es propriétaire de ta clé privée et de tes fonds. Il y en a un où c'est quelqu'un d'autre qui est propriétaire de tes fonds et qui est un peu comme un Binance, si tu veux, qui donne simplement un accès sur le réseau Lightning Network, mais c'est lui qui possède la clé privée associée, les clés privées associées. Donc moi, j'ai pas énormément utilisé le Lightning Network, donc je connais pas trop les trade-offs du X entre l'un et l'autre. Et Fanny se connaît un peu plus, donc j'aimerais bien justement faire un point. Est-ce que la plupart des gens aujourd'hui utilisent le Lightning Network de façon custodiale ou de façon non custodiale? Est-ce que tu as testé les deux? Et quelle est la différence en termes de facilité d'utilisation? Ouais, déjà peut-être pour revenir sur le côté adoption des exchanges, par exemple. Kraken, je crois que ça fait quand même maintenant, je sais pas, honnêtement, j'ai pas la date, mais je pense que ça fait facilement un an Ah qu'ils non? acceptent Lightning. Et pour ce qui est de Binance, donc effectivement, il y a des, comment dire, on voit que tous les exchanges n'ont pas adopté Lightning encore. Il y en a de plus en plus, mais pas tous, loin s'en faut. Et il y a une partie de la raison qui est clairement dans le fait que voilà, il faut l'implémenter techniquement dans la stack existante. Ça implique d'avoir les fonds dans un hot wallet, ce qui est traditionnellement, les exchanges essayent de minimiser cette part de leurs fonds, qui est la part de leurs fonds qui est dans un hot wallet. Donc, il faut réfléchir un peu en termes de sécurité. Après, pour le cas de Binance, globalement, ils ont toujours été relativement lents à adopter plein de trucs quand les adresses en BC1 sont sorties sur Bitcoin, voilà, ils ont traîné des pieds pendant très longtemps avant de pouvoir de les rendre accessibles. Donc il y a ce côté-là aussi, et j'ai l'impression qu'ils avaient une infrastructure, qu'ils ont toujours une infrastructure pour la gestion des transactions Bitcoin qui est un peu datée, et donc effectivement c'est d'autant plus dur après d'intégrer Lightning. Pour ce qui est de la custodiale, non custodiale, effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment un spectre de solutions. La solution où tu es le plus indépendant, le plus autonome, c'est quand tu fais tourner ton propre nœud Lightning chez toi, voilà, sur une machine, sur un Raspberry Pi, ou encore mieux sur un ordi fixe dédié, ce genre de choses. Donc, par exemple, avec des solutions comme Umbrel, là je vois le commentaire qui passe, qui permet de rendre ça relativement facile, assez plug and play, on va dire. Mais ça implique du coup de gérer soi-même ses canaux, etc. Il faut avoir une machine qui a un uptime, donc c'est-à-dire qui est connectée à Internet 24 jours sur 24, 7 jours sur 7. Et après, vraiment l'autre extrême, c'est on a un wallet complètement custodial, donc par exemple Wallet of Satoshi, où en gros, tout ce qu'on a quand on a des bitcoins sur ce wallet, c'est une reconnaissance de dette de la part du wallet, mais on n'a pas de clé privée, on n'a pas de canaux, on utilise les clés privées, les canaux, on utilise les bitcoins en fait de l'entreprise derrière Wallet of Satoshi. Et donc c'est comme avoir des fonds sur un exchange en fait. Ce qui évidemment n'est pas du tout optimal. Et après, entre les deux, il y a plein de solutions qui sont assez intéressantes parce qu'elles allient le côté non custodial avec une facilité d'utilisation. Et donc là, c'est des Phoenix, c'est des Breeze, ce genre de solutions-là.
où tu vas avoir tes propres clés privées, tes propres canaux, mais toute la gestion va être abstraite pour toi. Alors, il y a des petits trade-offs à considérer, mais globalement, c'est des trade-offs assez minimes et on reste en pleine possession de ses fonds sans avoir à s'embêter parce qu'il y a plein de choses qui sont gérées pour nous. Et en fait, dans ces cas-là, tu n'utilises pas, t'as pas ton nœud Lightning, tu utilises le nœud Lightning de quelqu'un d'autre, c'est ça? En le fait, trade-off si tu as ton nœud Lightning sur ton téléphone, mais donc c'est Ok. un nœud Lightning un peu light, enfin, nécessairement vu qu'il est sur ton téléphone. Et donc après, il y a différentes approches, tout n'est pas identique, mais globalement, l'un des trade-offs communs, c'est que du coup, ton nœud Lightning qui est sur ton téléphone, tous les canaux qu'il va avoir, ils seront avec uniquement certains autres nœuds, parce que c'est ces autres nœuds qui vont gérer le fait d'ouvrir un canal quand tu as besoin d'ouvrir un nouveau canal pour recevoir un paiement, etc. Donc ça, c'est encore un truc où le design space, il est encore assez ouvert, donc il y a plein d'autres solutions qui verront peut-être le jour. Et donc, tu as des petits trade-offs comme ça. Donc, par exemple, si tu es connecté, typiquement dans le cas de Phoenix, qui est développé par A5, qui est une entreprise française, tous les canaux que tu vas avoir entre ton nœud qui est sur ton téléphone, ils vont être avec le nœud de A5. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu veux faire passer un paiement et qu'ils te disent non, voilà, ils t'ont dit non et tu ne peux pas utiliser Lightning. Mais par contre, comme tu es en self-custody, tu peux récupérer tes fonds Bitcoin on-chain et utiliser une autre solution parce qu'ils sont devenus inutilisables pour toi. Donc en gros, ça te permet quand tout va très bien de pouvoir utiliser Lightning très facilement et à moindre frais. Et après, si jamais ça commence à se tendre un peu en termes de censure, ce genre de choses-là, effectivement, il faut de plus en plus aller vers des solutions où tu es plus autonome. Et donc ça, c'est le cas pour n'importe quelle technologie finalement. Ok. Sébastien, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'état de développement de Lightning actuellement? On t'entend pas, Seb. On t'entend pas. Alors, Pardon, j'avais coupé mon Ça. micro. Ça va jamais assez vite, mais enfin, c'est déjà fabuleux, hein. Moi, quand j'ai décidé de me lancer dans le Bitcoin en 2016, je l'ai fait parce que le Lightning arrivait et qu'on nous l'annonçait comme une solution qui permettrait de la scalabilité. Donc, le travail de Fanis, d'A5, de Lightning Labs et de ces entreprises-là, il est hyper important. C'est vraiment la condition sine qua non au développement du Bitcoin. Donc, moi, j'y serais pas venu. J'aurais pas fait de mining sans l'espoir du Lightning. ah ouais, carrément. Du Lightning Donc, Network. la condition au fait que tu te lances dedans, quoi. Il n'y aurait pas eu cette réponse-là, oui, c'était cuit, la scalabilité. Donc, bien sûr, le Lightning, on a beaucoup d'espoir, ouais, il faut que ça marche. C'est la responsabilité de Fanis. Tu sens le poids sur tes épaules, Fanis. Hein. Ouais. Et ça, c'est marrant parce que justement, les devs Lightning, donc, qui ont le poids sur les épaules bien plus que moi, sont toujours justement très précautionneux par rapport à ça et souvent insistent sur le fait que Lightning est une solution de scalabilité, mais que idéalement, ça sera une parmi d'autres. Donc on a vu Arc, par exemple, qui a été proposé il n'y a pas si longtemps, qui est intéressant parce que relativement complémentaire. Mais effectivement, Lightning aujourd'hui est l'une des pistes les plus intéressantes. Mais c'est marrant parce que... Pardon, ouais, c'est toujours intéressant de vous entendre, les spécialistes du Lightning, parce que vous êtes beaucoup plus modérés que nous. J'ai entendu, je crois que c'est Brice Teinturier, il s'appelle C'est Bastien. Bastien Teinturier, ouais, je l'ai entendu sur Grand Angle. J'ai pris une petite douche froide, ouais, il est beaucoup... il est franc, il dit où on en est exactement. Bon, ça date, c'était il y a déjà au moins 6 mois. Mais voilà, nous, on est encore plus... plus enthousiastes que peuvent être les gens qui sont vraiment dedans et qui connaissent les limites actuelles du Lightning. Ouais. Une personne demande si Lightning, ça signifie pas de fee pour les mineurs. Qui veut répondre à ça? Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que ça va rejoindre le sujet d'après. Moi, je le vois pas comme ça. On connaît pas encore le modèle économique définitif de ce que sera le Lightning Network. Comment les opérateurs comme A5, par exemple, généreront leur modèle économique. Je crois qu'il n'est pas encore définitif. Peut-être qu'un jour, les gros nœuds Lightning recevront de l'argent pour la pub et que ça financera les transactions parce que, en tous les cas, qu'elle soit gratuite sur Lightning, ça ne sera pas gratuit sur la chaîne. Donc, il y a un moment ou un autre où Lightning devrait être payant. Ça, c'est sûr.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre de poser une question par rapport à cette interaction qu'il y a entre Bitcoin et les réseaux Lightning. Moi, je vois que souvent, quand on parle de Lightning dans les réseaux sociaux, de la part de beaucoup de personnes, l'une des critiques, je ne suis pas persuadé que c'est une critique de connaisseur, mais justement, je voudrais l'aborder avec vous. L'une des grandes critiques, c'est de se dire, bah oui, mais pour ouvrir un canal Lightning, il faut faire une transaction Bitcoin. Ça veut dire que si on voulait que tout le monde soit sur Lightning, il faudrait tant de dizaines d'années à Bitcoin d'ouvrir les canaux pour tout le monde. Bon, après, moi, la première chose que j'ai envie de dire, mais vous savez, sur une transaction, il peut y avoir plusieurs transactions dans une transaction. Enfin, comment on répond à ce genre de FUD du coup, Fanny, Sébastien, est-ce que vous avez déjà une réponse à ce genre de questions? Ou est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Lightning ne pourra pas tout faire, il va falloir être plusieurs sur le coup? Non, mais oui, effectivement, déjà, il faut aussi choisir ses critiques, parce que donc, on ne peut pas dire en même temps que Lightning est horrible pour Bitcoin parce que les mineurs n'ont plus de revenus et qu'en même temps, ça ne marche pas parce que du coup, on prendrait toute la place dans les blocs. On ne serait pas à une contradiction près, Fanny, ça? Voilà, effectivement. Mais bon, on va dire qu'on espère qu'en général, ce n'est pas les mêmes personnes qui tiennent les deux. Mais du coup, effectivement, on sent qu'il y a cette tension-là un peu. Et donc, comment dire, Lightning, en gros, il y a plusieurs. Il y a ce que tu parlais, ce que tu évoquais, le batching de transactions. Donc, c'est-à-dire qu'en une seule transaction, on peut très bien ouvrir plein de canaux différents. Alors après, il se pose des problèmes de coordination si on ouvre des canaux pour plusieurs personnes en même temps. Mais par exemple, un nouveau nœud qui arrive sur le réseau, il peut aujourd'hui, en une seule transaction, prendre des fonds qui sont sur une adresse, sur un wallet Bitcoin n'importe où, qui n'est même pas conscient que Lightning existe. Et en une seule transaction depuis ce wallet-là, ouvrir autant de nouveaux canaux qu'il veut. Donc ça peut être assez puissant quand on lance un nouveau nœud Lightning. Et ensuite, il y a des mises à jour de Bitcoin, comme par exemple AnyPrevout, qui permettraient de faire ce qu'on appelle des channel factory, donc c'est des usines de canaux, qui sont en gros des espèces de maman canaux entre plein de personnes, je sais pas moi, 50 personnes différentes. Et ensuite, au sein de ces mamans canaux, on peut faire d'autres canaux. Et donc, qui cette fois-ci n'ont pas besoin d'être ancrés on-chain, qui sont ancrés dans le maman canal. Et donc, en une seule transaction, en fait, on abstrait plein de canaux potentiels. Donc, il y a ces pistes-là qui sont étudiées aussi. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que pour que ça marche à l'échelle, il faut un nouveau soft fork sur Bitcoin. Et donc, on sait à quel point c'est des sujets qui sont complexes, etc. Mais voilà, globalement, la plupart des autres solutions qui pourraient pallier ce genre de problème, donc Arc par exemple, dont je parlais tout à l'heure, nécessitent aussi des soft forks. Le bon point, c'est qu'en général, ils nécessitent à peu près les mêmes. Et donc, ça amène juste plus de poids en soutien de ces soft forks-là. Mais donc, effectivement, si aujourd'hui on voulait mettre tout le monde sur Lightning, on aurait des problèmes où on ne pourrait pas, ne serait-ce que parce qu'il faudrait ouvrir trop de canaux, mais on aurait d'autres problèmes bien avant, j'en suis sûr. Il y a une question qui demande, est-ce que Lightning permettrait à d'autres utilisations que le paiement? Y a-t-il déjà des travaux dessus? Ouais, bah, c'est utilisé pour, par exemple, pour de la messagerie. Alors après, on peut le faire plus ou moins proprement. Mais en gros, là, actuellement, il y a aussi une mise à jour de Lightning qui est en cours, qui permettra de faire passer des messages dans le réseau. Parce qu'actuellement, ce qui est fait, par exemple, quand on veut faire de l'échange de data sur Lightning, c'est qu'on va mettre la data dans les paiements Lightning, ce qui n'est pas top parce que ça implique du coup d'utiliser la liquidité qui, normalement, comme c'est un réseau de paiement, initialement, il était dédié à faire du paiement et on l'utilise pour autre chose. Et maintenant, on utiliserait des messages qui n'impliquent pas du coup un paiement, mais ça serait toujours dans le réseau Lightning, on va dire. Donc ouais, ça. Mais globalement, le use case principal, ça reste le paiement, je pense. Ok. Du coup, ça nous amène à notre deuxième sujet, qui est une question qui, je vous l'avoue, fait souvent débat à l'intérieur de l'équipe sur Bitcoin, et je suis très très heureux de pouvoir en parler aujourd'hui, qui est la pérennité et la sécurité du réseau Bitcoin à long terme. Donc là, on se projette non pas forcément sur les 6 prochains mois, ni même sur les 2 ou 3 prochaines années, mais bien sur un temps un peu plus long, mettons 10, 15, 20, même peut-être 40 ans. Souvent, un argument qui est avancé, je présente le débat, puis je vous laisserai vous en saisir. Un argument qui est avancé, c'est l'idée que avec le temps, la création de nouveaux bitcoins diminuant,
les incitatifs économiques pour défendre le réseau Bitcoin, donc pour mettre de la puissance de calcul au service du réseau Bitcoin, sont moins fortes. Le paiement des mineurs est moins élevé et les frais de transaction ne permettraient, je vais utiliser le conditionnel parce que je vais vous laisser en débattre, ne permettrait pas de combler le manque à gagner pour les mineurs, ce qui du coup verrait une fuite de la puissance de calcul. Et puisque, en première approximation, c'est la puissance de calcul qui permet de protéger le fonctionnement du réseau Bitcoin, on se retrouvait dans une situation délicate pour ce réseau à partir du moment où la création monétaire ne permettrait plus de le défendre correctement. Voilà, je pose simplement le débat. Je vous laisse vous en saisir. Peut-être, Sébastien, tu peux parce que tu es concerné un petit peu par cette question. Ah bah, très, très concerné. Puis c'est un vieux débat qui existe depuis que j'ai commencé à miner, même avant que je commence à miner, on avait déjà cette idée. Moi, ce que je vois, c'est que le revenu total des mineurs en 2019 était inférieur au revenu des fils des mineurs aujourd'hui. Voilà, je pense que ça répond à la question. Alors, le revenu total, redis ça, le revenu total des mineurs en 2019 était inférieur au fils d'aujourd'hui, c'est ça? Ouais, allez, on va dire 2018. Ouais. Tu parles du revenu en dollars, tu ne parles pas du revenu en BTC. Eh oui, du revenu en dollars, bien sûr. Mais c'est ce qui permet de comprendre comment ça va s'équilibrer. Et donc, on le voit là avec les ordinals, les fees, ça grimpe. Et donc, il n'y a pas de raison que les fees ne compensent pas la perte de reward. Moi, ça m'a toujours paru une évidence, mais apparemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Okay, pour toi, il n'y a pas de sujet. Non, pour moi, il n'y a pas de sujet, non, c'est sûr. C'est pas le cas pour moi. J'ai pas l'impression que ce soit si évident que ça pour plein de raisons. Ça m'étonne pas. Attention. Alors, on a du coup un débat entre ETH Maxi et Bitcoin Maxi, mais en vrai, T'es un ETH Maxi? Bah, je suis un décentralisation Maxi. D'accord. Non, en fait, le principe ici, c'est qu'on se retrouve sur un réseau qui, tu vois, tu parles par exemple des ordinals. On peut parler avec les ordinals de la congestion du réseau. Est-ce que le réseau pourra suffire à subvenir aux besoins de tout le monde dans 5 ans, 10 ans, alors qu'on espère même que l'adoption augmente? Deuxième élément, on se rend compte évidemment sur les 4 dernières années, en 2018, le Bitcoin n'avait pas la valeur qu'il a aujourd'hui. Il était 2 fois moins grand, quoi, globalement. Et c'est sur ça, en fait, que globalement, on compte pour avoir une sécurité qui continue à grimper. Si on veut une sécurité qui continue à grimper, on a un Bitcoin qui doit augmenter. Et si on a un Bitcoin qui doit augmenter, on a des fees qui augmentent par défaut. Et si on a des fees qui augmentent par défaut, est-ce que ça favorise l'adoption? Bref, globalement, ce truc-là, il est assez intéressant. Je disais juste avant le live, quand même, pour me renseigner un petit peu, c'est un débat qui existe depuis, en effet, comme tu dis, depuis très longtemps. Et il y a même l'université de Princeton, enfin des chercheurs de l'université de Princeton qui avaient sorti tout un article de 40 pages détaillant les mathématiques de leur théorie des jeux économiques, inspirant le fait qu'il y aura peut-être un problème d'ici quelques années. Et ce problème, il peut arriver déjà d'ici 15-16 ans dans le 4 halving, quoi. Parce que le problème, c'est que dans le 4 halving, on va se retrouver avec des récompenses qui seront tellement minimes qu'au final, il faut avoir un Bitcoin qui ne fasse que doubler tous les 4 ans. Et est-ce que ce sera toujours le cas? Est-ce qu'on aura toujours envie d'avoir un Bitcoin qui, tous les 4 ans, double de valeur? Est-ce que même c'est souhaitable, en tant que Bitcoiner, d'avoir un Bitcoin qui double tous les 4 ans? Ouais, c'est un énorme résumé de la situation. On n'a pas besoin que le Bitcoin double en prix. Encore une fois, on ne sait pas du tout ce qui va venir se greffer sur le réseau Bitcoin et qui va rapporter des fonds aux mineurs. Il y a encore un an, on n'avait aucune idée des ordinals et du fait que ça a doublé les fees, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un énorme pic où ça représentait autant que le reward, mais ça a été très ponctuel. Mais aujourd'hui, mais les fees ont doublé quand même avec ça. C'est souhaitable pour les mineurs, c'est pas souhaitable pour l'utilisateur qui veut passer une transaction Bitcoin. Ben pourquoi? Il y a le Lightning Network pour les transactions Bitcoin. Donc tu veux tout compter sur le Lightning Network pour pouvoir... pas forcément le Lightning. Non, mais les gars, c'est toujours à réfléchir de ce que peut être le réseau Bitcoin dans 10 ans. Et vous n'en savez rien du tout. Et les chercheurs de Princeton, certainement moins que Fanny et moi, ça c'est certain. Donc il y a... Et cela dit, il y a 7 ans. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est intéressant d'essayer d'imaginer. C'est en se posant ces questions dont personne n'a de réponse qu'on en arrive à créer des blockchains qui ne servent à rien pour résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. C'est en se posant des questions. C'est en se posant des questions comme ça qu'on essaye d'imaginer le futur et qui permet de faire évoluer le réseau. Mais non, pas du tout. Le Bitcoin, il est comme il est. Voilà, il y a des techniciens, des développeurs qui le font évoluer en fonction des problématiques. Il n'y a pas besoin d'essayer de se casser la tête. Mais c'est pas spécifique à des anti-Bitcoin. Notre écosystème adore se faire peur. Non, mais Princeton, c'est le cas. Leur étude, elle était à charge. Donc,
Non, mais pour revenir un peu et recentrer le débat, ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, la sécurité du Bitcoin dépendra des transaction fees. Ça, on en est certain. Parce que c'est exponentiel. La Coinbase, à horizon 20, 25, 40 ans, sera tellement minime qu'on ne peut pas compter là-dessus. Même si le Bitcoin fait x2, 2-3 fois, il y a un moment, il ne pourra pas faire x2 tout le temps. Donc, on ne pourra pas compter là-dessus pour la sécurité. Et donc, on dépendra forcément des transaction fees. C'est obligatoire. Et c'est là où il y a l'incertitude, en fait. C'est qu'on ne sait pas trop, comme tu l'as dit, Sébastien, on ne sait pas quel modèle économique il y aura sur les transaction fees dans 20 ans. Et donc, on a un gros point d'interrogation sur la sécurité à long terme de cette blockchain. Et T'es muté, Sébastien. t'es muté, Sébastien. Et peut-être que ce sera corrigé, mais Toujours muté, Sébastien. ouais, t'es Muté muté logiciel, directement muté logiciel. sur le logiciel, sur StreamYard. J'ai l'impression que c'est juste que son micro s'est déconnecté. J'ai essayé de le démuter Ah, t'as comme essayé de ça démuter et ça n'a pas marché. Ok. Bon, Fanny se prendra la défense sinon de Bitcoin. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est une notion d'incertitude. Là où d'autres blockchains ont décidé d'avoir une inflation continue et constante, elles ont acté un budget sécurité pour toujours. Ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Bitcoin, ça reste une incertitude et il faudra tout faire pour que ces transaction fees soient suffisamment conséquentes pour protéger le réseau. Et peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Et c'est juste cette incertitude-là qui pose question sur Bitcoin, d'autant plus avec une solution de scalabilité qui ne fait pas ou très peu de transaction fees en tant que telle. L'ouverture des canaux, la fermeture crée des transaction fees, mais quand on est sur le Lightning Network, on n'a pas de transaction fees pour Bitcoin initialement. Donc ça peut poser question. Ça peut poser question. Je ne suis pas forcément défaitiste, mais moi, je prends ça avec beaucoup de recul en me disant, voilà, on ne sait pas ce qu'il adviendra dans 20 ans, 30 ans. Et il faudra que Bitcoin, dans tous les cas, réussisse quelque chose au niveau de ses transaction fees pour assurer son budget sécurité et sa pérennité sur le long terme. Ouais. Tente de passer sur l'interface, parce que là, en fait, tu es muté interface, Seb. Non, mais il peut pas. Enfin, Vu, Ah, c'est bon. Ah, C'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Ouf. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. La question se pose pas en ces termes. La question, c'est pas de savoir si Bitcoin va réussir, c'est comment il va réussir. Mais il n'y a aucun doute sur sa réussite. Ne vous inquiétez pas. Mais ça c'est une croyance, tu vois. Mais non, c'est pas une croyance. Mais non, qu'on a ou c'est qu'on pas n'a une pas. croyance. Bah si, Mais non, qu'on a ou qu'on n'a pourquoi ça pas. serait une croyance? Ça m'intéresse de détailler. Qu'est-ce qui te rend si sûr? Parce qu'en plus, moi, ce que j'aime bien dans ta perspective, Sébastien, c'est que tu n'es pas en train de donner un avis qui n'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'enjeu pour toi. Tu as investi lourdement là-dessus. Tu as mis des billes, tu as du matériel. Enfin, tu as un enjeu économique qui est hyper fort. Tu as lié ton destin économique à Bitcoin. Donc, tu affiches une confiance qui est très grande. Qu'est-ce qui te permet d'avoir autant confiance à long terme sur cette technologie? Mais parce qu'il n'y a aucun doute, si vous voulez. S'il faut que les fees augmentent, les fees augmenteront, c'est tout. Ça augmentera en fonction du développement du réseau. Il y a le Lightning, mais il y a d'autres réseaux en surcouche, d'autres Layer 2. Il y aura des centaines de milliers de transactions par seconde, et donc ça paiera les mineurs, bien évidemment. Ça, vraiment, c'est... on peut tout remettre en question et puis se dire, la preuve, il y a 5000 jetons qui servent à rien aujourd'hui, juste dont une bonne moitié sert à compenser les manquements imaginaires du Bitcoin. Bon, donc il n'y en a pas de manquement, ça se fera comme ça se fera et il ne faut pas s'en inquiéter. Voilà. Mais ça, c'est la spécialité de notre écosystème, de s'inquiéter de l'avenir, alors que c'est à nous de construire l'avenir. C'est à nous de faire en sorte que Bitcoin fonctionne et paye les mineurs. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Bitcoin est issu notamment de l'idée de développeurs et que ces développeurs aujourd'hui travaillent ensemble et débattent ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'on propose le débat. C'est parce qu'on sait très bien qu'à l'intérieur même des développeurs Bitcoin, il y a des débats sur comment faire évoluer le réseau pour au final avoir quelque chose. On sait qu'ils travaillent, on sait que les débats aujourd'hui en plus, ils sont pas forcément toujours pris de manière simple. On va pas revenir sur la Bitcoin Wars. Non, d'autant plus que souvent, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais les devs n'ont pas d'idée très précise de ce que doit être une monnaie et comment fonctionnent les sociétés et tout ça. Le dev, il est dev. Et donc, souvent, aujourd'hui, ils arrivent à s'emparer du débat alors qu'ils n'ont pas la compétence géopolitique, technique, monétaire pour envisager le Bitcoin sous son aspect monétaire. Ils le connaissent bien sous son aspect technique. Si on a des économistes qui nous disent que juste ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais oui, parce que c'est beaucoup plus important que ça. C'est pas, tu peux pas te projeter à savoir comment ça va se passer les fees. C'est pas ça le truc. C'est comment on va faire en sorte que les fees évoluent. Et donc pour ça, il faut évidemment un développement qui ait plus de transactions. C'est tout. Hein. Moi, ça m'intéresse, Fanis, d'avoir ton point de vue là-dessus sur le modèle de sécurité à long terme de Bitcoin. Ouais, mais il y a plusieurs aspects. Déjà, effectivement, je pense que Gaëtan a bien résumé la chose, c'est que effectivement,
faut que les frais augmentent à terme pour le coup, le modèle de sécurité repose là-dessus. Et donc, il faut en être conscient, il faut être à l'aise avec ça. Je pense que ce qui va se passer, c'est que la densité économique d'une transaction Bitcoin Layer 1 va augmenter en parallèle. Et donc, c'est par exemple, quand il y aura une transaction sur Bitcoin, ça sera la fermeture d'un gros canal, ça sera la fermeture d'une channel factory, ça sera une transaction qui, en elle-même, agrège une activité économique plus grande qu'elle-même, et c'est ce qui justifiera de payer des frais élevés, parce que sinon, effectivement, on le sent bien, si les frais augmentent et que le prix augmente, eh bien, on se retrouve avec des frais d'autant plus grands. Et ce qu'il faut voir, par contre, par rapport à cette peur de est-ce qu'on aura assez de frais sur Bitcoin, c'est que finalement, la question, c'est est-ce qu'on aura assez de frais sur Bitcoin, donc assez d'activité sur Bitcoin, pour le protéger face à des attaques. Et donc, on pense souvent aux attaques étatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que la résistance à la censure de Bitcoin, c'est-à-dire moi, je sais pas, moi, je dois faire une transaction, mais voilà, je suis un activiste dans une dictature, je ne peux pas la faire autrement que par Bitcoin. Mon moyen d'inciter les mineurs à prendre ma transaction et à la miner, c'est par les frais de transaction. Et donc, du coup, soit on considère que Bitcoin est vachement utilisé par des dissidents de tous bords qui sont donc prêts à payer des frais de transaction pour échapper à la censure. Et à ce moment-là, du coup, ça va en faveur du budget. Soit on considère qu'il n'y a pas tous ces dissidents-là, mais du coup, quel est l'intérêt pour les États d'attaquer un réseau qui, de toute façon, ne leur présente pas d'inconvénients particuliers. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a un alignement entre l'incitatif pour de nouveaux mineurs à brancher des machines et le fait que Bitcoin soit effectivement, dans les faits, subversif et donc exposé à des attaques. Bon, je me permets aussi, parce qu'en fait, on a déjà des solutions. Hein. Il y a Rudy, je ne sais plus comment, là, tu vois, Fanis, de qui je parle, qui propose un soft fork, en fait, de façon à pouvoir donner de la FIS automatiquement aux mineurs pour pouvoir garantir la sécurité du réseau. Parce que lui aussi, il s'inquiète de ce qui va se passer dans 15 ans ou dans 20 ans. C'est bien, il propose des solutions. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais peut-être qu'un jour, on aura besoin de faire Si jamais ça ne se passe pas comme je l'envisage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de transactions et que les réseaux en L2 ne sont pas suffisants, ne sont pas armés, il y aura moyen de modifier le protocole pour que tout ça s'équilibre. Enfin, vraiment, ça ne m'inquiète pas du tout. Hein. C'était ma question d'après, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, si les frais de transaction ne suffisent pas, on ne va pas tout simplement changer le code source, par exemple, dépasser la limite des 21 millions et dire tant pis, on va créer une petite inflation permanente, constante, qui servira pour toujours à récompenser les mineurs, et on arrête cette limite un peu mémétique de 21 millions, et pas grave, on aura peut-être une inflation de 1 million de Bitcoin tous les 10 ans, et ça ira très bien. Et, en fait, on est tous un peu campés sur cette position des 21 millions de sound money. Peut-être qu'au final, la solution, ce sera juste ça, de créer une inflation faible, mais suffisante pour rémunérer les mineurs, et au moins, on sera tranquille. Je dirais que c'est la dernière... c'est la dernière muraille, quoi. Ouais, la dernière muraille, exactement. Il ne faut pas y arriver. Et puis surtout, ça ne mérite pas de faire débat aujourd'hui. C'est beaucoup trop tôt. C'est ça que je veux dire. Ça arrive à créer un clivage au sein même des développeurs, des bitcoiners qui commencent à s'envoyer des claques de maxi. T'as un mauvais maxi, t'as un maxi toxique, qu'est-ce que tu veux. On s'en fout total. Hein. Pour l'instant, ils sont trop en avance. On discutera de ça dans 5 ans. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ta croyance, Seb, c'est qu'il y ait suffisamment de layer 2 de services qui se grefferaient sur le layer 1 de Bitcoin qui fasse qu'à un moment donné, une véritable transaction Bitcoin, il y aurait des énormes frais parce qu'il y a beaucoup de choses qui seraient derrière elle et que ce serait complètement rentable. Tu vois, par exemple, moi j'imagine, la réponse que je donne très souvent, je dis peut-être qu'une transaction Bitcoin, demain on la fera que pour acheter une maison ou pour ouvrir le canal Lightning version 3000 de ton fils et que ça ne te dérange pas de payer 100 € parce que c'est un canal qui servira à ton gosse toute sa vie et qu'à la fin, tu vois, c'est comme des actes notariés qui sont très très chers. Utiliser le layer 1 de Bitcoin est un luxe et il est peut-être même bon que ça le soit parce qu'il y aura tout le layer 2 spécialisé pour tous les usages qu'on pourrait imaginer. Gilles Cadignan pourrait même imaginer autant que nous et te dire que voilà, si tu es un dissident, tu vas utiliser un layer 2 de dissident qui est greffé à Bitcoin, donc tu paieras peut-être pas des fortunes pour pouvoir t'opposer à une autorité injuste et arbitraire. Donc moi je pense vraiment moi je suis vraiment confiant dans cette optique-là. Déjà parce que je pense que la nature, l'être humain réagit devant l'adversité. Ça veut dire que quand ça va commencer à devenir un problème,
je pense que les développeurs seront un peu plus pressés et les solutions arriveront de manière plus précipitée. Donc ouais, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc merci beaucoup Seb de nous avoir partagé ta vision là-dessus. Hein. Bah, on a la même du coup, tu vois. Je sais. Mais ce qui est important, c'est de souligner que c'est plus tôt qu'on le pense. C'est-à-dire que souvent, les gens pensent que c'est en 2100 que le problème arrivera et on pourra le régler à ce moment-là. Il faut juste garder en tête que c'est pas en 2100, c'est un horizon plutôt de 10, 15, 20 ans. Voilà. C'est juste ça qui est important. On a le temps, comme le disait Sébastien, on a le temps de voir venir, mais c'est pas 2100. La deadline. Exactement. Juste pour conclure, ça me rappelle exactement les discussions qu'on avait il y a 7 ou 8 ans, où c'était 7 transactions par seconde et on lisait ça partout. Ça passera jamais l'échelle, c'est de la daube, il faut faire d'autres crypto-monnaies parce que Bitcoin ne passera pas le cap. Puis après, il y a le Lightning est arrivé, donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'on s'inquiète souvent pour des problématiques dont les solutions arrivent par la force des choses. C'est l'adoption qui pousse de plus en plus de devs, de plus en plus de gens qui réfléchissent à apporter les solutions. D'ailleurs, en parlant de solutions et d'adoption, et aussi de frais, le chat parlait tout à l'heure pas mal des ordinals. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé il y a, je sais plus, 15 jours ou 3 semaines. Mais rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est un super nouveau cas d'usage sur Bitcoin ou un dévoiement de la chaîne, ou de la chaîne, pardon, ou alors c'est un pays libre et les gens font ce qu'ils veulent? Enfin... Moi, je suis sur la 3e version. C'est libre et chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Ouais, moi Qui aussi. sommes-nous pour dire le contraire? Oui, voilà, ça nous appartient pas, ça appartient pas au Maxi ou à qui que ce soit. Il y a la possibilité de faire des ordinals, bah, ils les font et puis on verra bien où ça mène. Ouais. Non, par contre, effectivement, pour le cas d'usage, que ce soit token ou NFT, qu'on appelle collectibles, je crois, bref, c'est l'une des pires manières de faire ça sur Bitcoin. Mais comment dire, tant que les transactions sont valides, pour moi, elles ont leur place et elles sont légitimes en ce sens-là. Après, effectivement, ça renvoie aussi à des débats bien plus anciens. Donc c'était les Hop Return War à l'époque, là, je crois que c'était en 2014, où s'est posé justement la question de qu'est-ce qu'on autorise sur Bitcoin. Et donc en fait, c'est marrant parce que c'est comme le débat sur la taille des blocs, hein, c'est quelque chose de très cyclique qui revient en permanence. Et finalement, ce que s'affronte, c'est le fait que Bitcoin, c'est un espèce de bien commun et qu'il n'y a pas vraiment de direction claire by design. Et donc, la liberté des uns de faire ce qu'ils veulent rencontre la liberté des autres de, sur leur propre nœud, mettre les policies qu'ils veulent pour restreindre un certain type de trafic ou non sur leur propre nœud, qui est aussi un droit, en fait, qui est aussi l'une des raisons de faire tourner son propre nœud. Dans la réponse pour être communautaire, pour le coup, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, c'est les tentatives qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a des gens au sein de la communauté qui font campagne pour qu'un maximum de personnes fassent tourner des versions de Bitcoin Core avec des filtres pour ne pas relayer certaines transactions. D'autres personnes qui font campagne pour dire qu'il ne faut pas du tout faire ça parce que ce n'est pas la philosophie de Bitcoin. Et enfin, d'autres personnes qui disent que de toute façon, ça ne marchera pas parce que ce genre de filtre peut être facilement contourné. C'est plutôt ma position à moi. Et voilà, finalement, c'est naturel que ça se passe comme ça et c'est même souhaitable, je pense. Oui, la pérennité d'un système dépend des questions qu'on pose suffisamment tôt, j'ai vu ça. Ouais. Oui, mais là, ça fait 10 ans qu'on la pose, la question, est-ce que les fees vont suffire? On ne peut pas répondre. Voilà, c'est tout. Et on a Virgile qui se demandait si... alors, c'est une question qui revient beaucoup, alors c'est pour ça que je la mets de l'avant, parce que je sais qu'elle revient régulièrement. Oui. N'est-ce pas dangereux d'avoir plus de 51% du hash rate sur 2 pools de minage? Et effectivement, on a Antpool et Foundry USA qui représentent un peu plus de 51% du hash rate sur les 4 derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Seb? Eh ben, ils ont eu 4 jours pour faire le truc dangereux, ils ne l'ont pas fait, donc les pools me représentent. C'est vraiment une incompréhension qui date. On n'arrive pas à débunker ça. Hein. Les pools. Ouais, ça me revient très souvent cette question. Les pools, le hash rate ne leur appartient pas. Ils le dirigent pas où ils veulent. Donc il y a déjà eu des pools qui ont eu plus de 50% du hash rate. Hein, et il faut voir que le camembert des pools tourne en permanence. Les grosses pools d'aujourd'hui n'existeront plus demain. Et les énormes pools d'hier ne sont même plus visibles sur le camembert. Voilà, moi aujourd'hui je décide d'enlever toutes mes machines d'une pool qui devient dangereuse parce qu'elle a 30% du hash rate. Ça se fait dans l'instant, il n'y a pas de contrat. Ça se fait en un clic, on est d'accord. Absolument.
Ouais. Absolument. Il n'y a aucun contrat de signé avec les pools. Voilà, on s'inscrit dans les pools et on sort des pools quand on veut. Donc, normalement, les mineurs doivent être attentifs à ne pas laisser trop de pouvoir à une pool en particulier. Ce qui n'a pas été le cas aux États-Unis. Tout le monde est allé chez Foundry en début d'année, ou fin d'année dernière. Bon, encore une fois, la pool ne peut pas en faire grand-chose. Elle pourrait tenter une attaque à 51%, mais elle n'aurait pas le temps de l'amener au bout. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est une alliance. La pool est une alliance extrêmement précaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une pool commencerait à faire quelque chose de pas très orthodoxe, tous les mineurs vont se dire: oh là là, c'est de la connerie, le Bitcoin il va s'effondrer. Moi, je suis en train de miner, c'est un peu de mon gagne-pain, donc je débranche parce que là, ça merde. Donc en fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, une pool, c'est juste un rassemblement d'optimisation très économique et personne ne dirige une pool. On va dire ça Et juste clairement, quoi. C'est une coopérative, exactement Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, comme une coopérative agricole, sauf que vraiment on en rentre et on en sort quand on veut. Donc c'est aux mineurs en fait de gérer la puissance de la pool et de pas la rendre trop dominante. Tu vois. Et là, Ouais. on a vu avec Foundry aux États-Unis, on a des mineurs géants qui sont des noobs. Donc c'est pas de ma faute, mais ils sont tous allés dans la même pool et c'est quelque chose qu'ils devraient pas faire. Donc ça y est, ils ont compris et Foundry a perdu un peu, mais à un moment ils sont montés à 47% du hash rate. Ouais. Ou 42%, ouais, c'était fou. C'était fou. Mais c'est pas dangereux en soi, non. C'est pas un danger pour. Et surtout, une fois qu'une poule devient dominante, en général, elle en profite pour augmenter ses fees. Et donc, les mineurs s'en vont. Il y a un équilibrage automatique qui se fait par l'argent. Ouais, tu as un équilibre de théorie des jeux qui se cristallise tout seul. Exactement. Il y a une question parfois qui est posée, c'est vrai que sur les fabricants d'ASIC, tu en avais parlé il n'y a pas longtemps en plus sur un Twitter live. Qu'en est-il actuellement là sur le monopole des fabricants d'ASIC? Il n'y a toujours pas de monopole. Enfin, si, il y a un monopole chinois et ça, c'est C'est dramatique. ça. Ça, c'est super grave. Mais il y a 18 marques d'ASIC en Chine. C'est ça qui est fou. Il y a un véritable marché à prendre, au moins à partager. Et bon, personne ne le fait. Donc, Blockstream s'est lancé il y a 2 ans déjà pour la fabrication d'un ASIC, mais Adam Back est très élitiste et il veut faire mieux que les Chinois, donc ça prend du temps. Alors que pour moi, l'idée, c'est de copier les machines chinoises comme les Chinoises copiaient notre technologie il y a 20 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire vraiment faire des copies conformes de ce que fait Bitmain. C'est ce que font les 15 marques chinoises qui sont ni Bitmain, ni MicroBT et ni Canaan. Voilà. Tous les autres font que de la copie. Ce qui serait merveilleux, je ne sais pas si ça existe, peut-être que tu es au courant, tu sais qu'il y a beaucoup de schémas de microprocesseurs qui sont open source. Et c'est vrai que ça pourrait être un truc assez merveilleux. Je trouve qu'il y ait un schéma d'ASIC qui casse pas 3 pattes à un canard, mais qui est quand même à peu près fonctionnel, qui soit en open source au niveau schéma, de manière à que tous les fondeurs puissent proposer leurs solutions aussi. Ça peut être un truc intéressant, quoi. De toute Ça façon, serait une belle chose, je trouve. Pour moi, copier un ASIC, c'est facile. Encore une fois, je te dis, il y a 15 petites marques chinoises qui copient Bitmain, ils y arrivent, donc c'est juste une question d'appro. D'accord. Ok. Allez, on va attaquer du coup peut-être le dernier sujet de cet échange sur Bitcoin. Troisième sujet, le Salvador qui a déclenché les passions. Il y a, c'est quoi? C'était il y a 1 an à peu près que le Bitcoin est devenu une des monnaies officielles du Salvador, à côté du dollar, puisqu'on rappelle que le Salvador n'imprime pas sa propre monnaie lui-même. Ils utilisent soit le dollar, soit le Bitcoin. Ça avait fait grand bruit à l'époque. Toutes les organisations internationales, le FMI en tête, la Banque mondiale avait annoncé un défaut de paiement imminent du Salvador et la ruine économique pour tous les habitants. Certains vont présenter le Salvador comme une vitrine de l'adoption possible du Bitcoin dans le monde réel, et d'autres au contraire vont dire que c'est l'illustration du fait que ça n'a pas pris, que ça n'a pas marché, que les gens n'utilisent pas Bitcoin pour acheter du pain, toujours pas, et que donc c'est bien la preuve que cette monnaie ne sert à rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et où est-ce qu'on en est surtout 1 an après? Allez-y si vous voulez, j'ai Même pas plus- mal c'est même monopolisé. C'est même plus qu'un an, c'est septembre 2021, si mes souvenirs sont bons. Oui. Fanny, c'est un témoignage à apporter de quelqu'un qui connaît très bien et qui se rend régulièrement au Salvador, il me semble. Ouais, effectivement, moi, c'est plus sur le côté technique et éducation. Donc, c'est Roxy de Découvre Bitcoin. Super chaîne YouTube que je recommande, d'ailleurs, j'en profite. Et effectivement, il y a plusieurs choses. D'une part, effectivement, l'un des trucs qui avait été vachement critiqué, outre le FMI qui fait de l'esbrouf comme d'habitude, etc., c'était le Chivo Wallet, qui était le wallet gouvernemental mis en place par le gouvernement, qui est un wallet Bitcoin, Lightning, et qui permettait aussi d'avoir des dollars dedans, et qui était du coup
KYC parce que ça permettait de recevoir $30 gratuits en airdrop gouvernemental, et qui était aussi, qui est toujours d'ailleurs custodial, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas votre propre clé. Mais ce qui fait relativement sens pour un wallet gouvernemental. Et le problème, c'était qu'en fait, au début, ça marchait pas, quoi. C'était vraiment, il y avait plein de problèmes qui avaient été dénoncés d'ailleurs par Roxy notamment, qui avaient été pas mal repris dans la presse anti-Bukele, anti-Bitcoin, etc. Sur ce plan-là, ça va un peu mieux qu'avant parce que ils ont changé de fournisseur pour toute l'infrastructure Lightning, etc. Ça reste quand même un wallet du coup du gouvernement. KYC, il y a des cas identifiés et établis de moments où des transactions étaient censurées parce que il y avait des CoinJoin qui avaient eu lieu quelques transactions plus tôt qui impliquaient les mêmes coins, quoi. Enfin, donc en montant l'historique des coins, on voyait qu'ils avaient été CoinJoin un peu plus tôt. Et donc ça a dû tirer un red flag chez, je pense, chez River Financial, qui du coup est le prestataire américain qui gère ça. Et donc forcément, on entre dans le monde merveilleux de la régulation. Et donc on est obligé de censurer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, globalement, et ça est de plus en plus en train d'être compris, je pense, on n'est pas du tout obligé d'utiliser Chivo. En fait, c'est le wallet gouvernemental, c'est bien parce qu'il y a les $30 gratuits. Mais finalement, après, on peut utiliser n'importe quelle autre wallet, custodial ou non custodial, pour faire des transactions sans avoir besoin d'y attacher son identité, etc. Et l'autre point, du coup, c'est l'éducation qui vient avec. Et ça aussi, donc il y a l'éducation un peu plus grassroots, on va dire, où vraiment c'est les bitcoiners qui trouvent ça vachement bien d'avoir un pays, une Bitcoin Nation, et donc ils vont volontairement aller essayer de faire comprendre aux gens comment ça marche, etc. Et puis il y a aussi le gouvernement qui a lancé une espèce de programme dans une université, donc dans un cursus déjà de base de computer science, avec des cours orientés plutôt techniques et donc avec une sélection des étudiants, etc. Donc une vraie volonté d'éduquer notamment la jeunesse salvadorienne à Bitcoin, et pas que Bitcoin dans la vie de tous les jours, Bitcoin aussi pour former vraiment des développeurs Bitcoin Lightning qui vont ensuite pouvoir travailler dans des entreprises internationales, Bitcoin Lightning, etc. Donc je pense que de ce point de vue-là, le pari me paraît plutôt gagnant en termes de tourisme et d'industrie, parce que ça va amener beaucoup de Bitcoiners aussi qui vont sur place, et finalement avoir des universités qui ont des cursus spécialisés avec une vraie intégration avec le monde de l'industrie. C'est aussi quelque chose d'assez novateur, j'ai l'impression. Trop bien. Sébastien, qu'est-ce que tu en as, comment tu perçois, toi, l'évolution de la trajectoire du Salvador? Alors, je reviens sur le Chivo. Je ne sais pas si. J'ai pas parlé avec Roxy récemment, là, parce qu'il y est allé il n'y a pas longtemps au Salvador. Est-ce que c'est problématique sur des problèmes de paiement avec le Chivo? Il les a vus de nouveau, parce qu'on les avait vus il y a 18 mois quand on y était ensemble avec Roxy. Est-ce qu'il y en a encore? Je suppose qu'il y en a encore. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est que ça marche mieux. Que voilà, il y a pas mal de trucs qui ont été réglés. Après, j'imagine qu'il doit y avoir toujours quelques petits couacs de temps en temps, mais je pense qu'on est plus sur le niveau catastrophique d'avant où on envoyait des bitcoins et ils disparaissaient et personne ne savait Dans où la ils nature. étaient, etc. Oui. Donc là, je pense qu'on en est revenu, donc ça marche. Voilà, effectivement. Mais il reste les problématiques de KYC, de censure potentielle, etc. Mais globalement, ça a l'air de marcher. Bon, parce que donc moi j'ai eu une réunion avant-hier avec plusieurs membres du gouvernement, et notamment le boss du projet paiement pour le gouvernement, c'est Tristan Thomas, il s'appelle. Et lui, il me disait évidemment que ça marchait parfaitement bien maintenant. Hein. Voilà. Mais c'est pour ça que je voulais l'avis de Roxy. J'ai vu passer des commentaires qui sont frappés au coin du bon sens, hein, notamment que évidemment le Salvador est toujours traité par la presse d'une manière incroyablement négative. Et notamment, il y a eu 2 baisses consécutives en 2022 de la note de Fitch. Et à chaque fois, à 3 mois d'intervalle, la presse a fait la une. Hein. Le Salvador est au bord du gouffre, c'est l'effondrement. Et là, Fitch vient de relever la note, mais de 3 crans d'un coup, et personne n'en a parlé, quoi. C'est juste dingue. C'est pour montrer que tout ce qu'on dit sur le Salvador, c'est de l'enfumage, hein, tout ce qu'on en lit sur la presse, notamment les 2% de rémittance, là, c'est juste fou. C'est-à-dire que dans la presse, on lit que ça ne sert à rien le Bitcoin, et que même pour les envois de fonds des États-Unis vers le Salvador, pour les gens qui habitent à l'étranger, les expats, ils ne s'en servent pas, les gens du Bitcoin. Et donc, on a un chiffre qui apparaît, ça serait 2% des sommes totales
Mais qui peut déterminer ça? C'est juste impossible. Mais ça veut dire que c'est 2% du Chivo, parce qu'en fait, il n'y a que le Chivo qu'ils ont émettré qui s'y passe par du classique, Exact- on le voit pas en fait. Exactement. Donc, ça pourrait être les chiffres du Chivo. C'est ce que j'ai demandé hier à Tristan, qui m'a dit, mais ça pourrait effectivement être ça, mais personne ne nous a jamais demandé ces chiffres du Chivo. Donc, non, c'est pas ça non plus. J'ai vu que... Vas-y, ouais. Pardon, j'ai vu qu'il y avait un grand report qui a été fait d'ailleurs par le gouvernement salvadorien sur l'usage du Bitcoin. J'ai vu que tu en as fait un thread, notamment Sébastien, sur Twitter. Est-ce que tu as une idée du coup, puisque tu l'as bien lu et tu l'as analysé, est-ce que tu as une idée un petit peu de quel est l'usage du Bitcoin? Est-ce que les Salvadoriens aujourd'hui l'utilisent? Est-ce que c'est quelque chose de niche? Quel est l'usage aujourd'hui? Ah, c'est niche à fond, comme chez nous, hein, c'est ce que je dis toujours. Au début, ils ont dépensé leur Bitcoin et ils ne savaient pas ce que c'était. Ceux qui ont compris ce que c'était, qui ont fait l'effort, bah, ils n'ont plus envie de payer du tout en Bitcoin, hein, malgré la qualité des paiements Lightning là-bas. Ils payent en Lightning, mais avec du dollar, quoi. Ok. Donc, La Oui, mauvaise attends. monnaie, Voilà. la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est ça. Ouais. la mauvaise Ouais. monnaie chasse la bonne. Et donc, oui, l'idée, c'est... pour Bukele, l'idée d'offrir ce portefeuille custodial, évidemment, c'était d'apporter une garantie d'État à des gens qui ne savaient pas du tout ce qu'était Bitcoin, qui n'avaient pas de confiance là-dedans. Ils avaient besoin de la confiance de l'État, hein, du tampon de l'État sur le wallet. Alors, au début, il n'était pas terrible. Il est toujours custodial. Donc, évidemment, ils sont encouragés par tous les formateurs qui vont dans le pays, qui eux-mêmes sont encouragés par l'administration Bukele de faire de la formation. Donc, quand Roxy y va, il n'est pas du tout bridé par le gouvernement, au contraire, hein. Et lui, il n'a pas Chivo dans sa pilule orange, hein. Ça, j'en suis convaincu. Donc voilà, ça prend forme. En tout cas, ça permet aujourd'hui une inclusion financière, une bancarisation qui a été incroyable. C'est leur compte rendu au gouvernement. Ils disent en 18 mois, on a fait plus d'inclusion financière que pendant les 50 années précédentes. Et c'est le ça cas. l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils ont un outil de conservation de leur dollar et une réserve de valeur s'ils les transforment en Bitcoin. Et une roue de secours si les États-Unis décident que le dollar, c'est plus bien pour les Salvadoriens aussi. Voilà, donc le fait d'avoir une deuxième monnaie avait beaucoup de sens. Le fait de donner un portefeuille électronique à des gens qui n'avaient rien, c'est-à-dire qui n'avaient ni banque, enfin d'autres solutions de paiement que du liquide, que du dollar en liquide, bah, maintenant ils peuvent les conserver autrement que chez eux, planqués sous le matelas, quoi. C'est vraiment quelque chose de fabuleux, quoi, pour l'essentiel des populations. C'était à peine 30% des gens qui étaient bancarisés, hein. Et aujourd'hui, on rajoute 40% de gens qui utilisent le Chivo. Donc, ça fait 70% de la population qui est bancarisée, enfin, qui a eu droit à cette inclusion financière, en tout cas. Et puis, on peut effectivement lire toute la mauvaise couverture de presse qu'ils ont, tout le comportement des agences internationales à l'endroit du Salvador, aussi sur le plan géopolitique, comme une manière qu'ont les États-Unis de réagir au fait que, bah oui, en adoptant un système de double monnaie, en fait, le Salvador s'émancipe un petit peu de l'emprise des États-Unis et du dollar, puisqu'on sait que les États-Unis pratiquent l'extraterritorialité de leurs lois et donc considèrent que là où le dollar s'utilise, leur loi s'applique et que donc ils sont compétents pour réglementer à peu près tout. Et donc on comprend bien que c'est un moyen de pression formidable et qu'à partir du moment où un État commence à s'en extraire un petit peu, ils ont toujours le dollar. Donc ils ont fait un pas de côté, ils ont rajouté une corde à leur arc, effectivement, ce soit pas forcément très très bien vu, quoi. Non, c'était vachement courageux de la part de Bukele parce qu'il s'est retrouvé avec tout le monde sur le dos, hein. Et ça fait boule de neige. C'est-à-dire que quand la Fed décide que le Salvador est à la limite de l'État terroriste, c'est suivi par le FMI. Après, les agences de notation disent on est obligé de baisser la note parce que le FMI ne va plus leur donner d'argent. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et finalement, malgré tout ça, il arrive à rembourser 800 millions de sa dette. Et voilà, les investissements arrivent dans le pays, le tourisme a explosé, il a réussi son pari sécuritaire. Enfin, c'est juste un cas d'école incroyable, hein. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et on regarde toujours ça en disant c'est un président autoritaire, il est en train d'amener le pays au bord du gouffre. C'est vraiment dingue parce que c'est pas du tout ce que ressentent les Salvadoriens sur place. On a le droit quand même d'émettre des réserves sur la politique générale du président. Parce que quand on dit qu'il est autoritaire, c'est pas que pour le Bitcoin. Enfin, ah bon? Faudrait aller voir. alors littéralement, je suis tombé déjà sur son... Ouais, je suis allé regarder son compte TikTok il y a 2 jours.
Et j'ai vu notamment les trois grandes mesures qu'il prend pour son pays, et notamment ça passe par une réduction du nombre de personnes qui vont travailler pour l'État dans les mairies, dans les localités, machin. Et en général, quand moins il y a de personnes qui travaillent pour un État, plus on va considérer qu'il y a autoritarisme aussi. bon Bref. Ah oui, c'était le cas en Union soviétique, oui, c'est sûr, oui. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, il faut des fonctionnaires pour garantir la démocratie. Disons C'est d'avoir des gens qui pensent l'État, c'est plutôt intéressant. Tu vois, genre essayer de ne pas mettre en permanence que de l'argent dans la militarisation du pays, ça peut avoir aussi du sens. Il y a plein de Mais choses qu'est-ce comme que ça ça a à qui vont dans voir? le C'est sens. pas du tout le sujet. Là, tu Non, mais parles c'est pas du tout le avec un sujet. C'est pas espèce du tout de le sujet. Mais Non, mais c'est pas le sujet. Là, il enlève des fonctionnaires et des gens qui se gavent de l'argent public et qui servent à rien, qui sont tous corrompus. C'est tout. Donc, il faut aller voir dans le pays, comprendre ce qui s'y passe avant de dire oh là là, c'est un petit peu bizarre. Il enlève de la représentation démocratique. Mais c'est pas le cas. Ces mecs-là sont même pas élus. Hein. Donc, faut creuser un peu. Mais ça n'a rien d'un président autoritaire. Il n'est pas du tout ressenti comme ça dans le pays. Moi, je voudrais enchaîner avec une question de fruit de la passion. Le Salvador étant un pays, une nation reconnue internationalement, où en est-on de cette flat tax sur le Bitcoin, alors que c'est la monnaie d'un pays? Alors, pour donner un peu le contexte de cette question, pour les personnes qui ont suivi cette question de loin, en droit français, vous savez, et si vous ne savez pas, je vous le dis, que les actifs numériques sont définis en fait négativement. Il y a une série de critères qu'il faut ne pas remplir pour être qualifié d'actifs numériques. Et l'un de ces critères, c'est il faut ne pas être la devise d'un autre pays. Un actif numérique, en droit français toujours, si c'est une devise d'un autre pays, alors c'est pas un actif numérique et ça devient dans la catégorie devise et c'est imposé comme une devise. Donc si vous faites par exemple des plus-values sur une transaction euro-BTC, si on considère que le BTC est en fait la devise du Salvador, ce qui est le cas, eh bien il faudrait que cette transaction soit imposée non pas au titre des plus-values réalisées sur les cryptoactifs, et donc là il y a un cadre fiscal précis qui existe pour ça, mais au titre d'une plus-value réalisée sur une opération sur des devises, ce qui n'est pas exactement le même cadre fiscal. Alors, est-ce que vous savez, moi je pense que j'ai déjà une réponse, mais est-ce que certains parmi vous ont des tuyaux, ont des insights de Bercy sur la manière dont cette épineuse question juridique va être traitée par nos chers gouvernants? Alors, moi, je l'ai soulevé à Bercy il y a 6 semaines. Là, j'y étais pour toute autre chose. Hein. Et ils sont tombés des nues. Hein, ils n'avaient même pas réfléchi. Ouais. Ça fait peur. Moi, je pense que dans vos déclarations d'impôts, alors là, pour cette année, c'est raté, mais pour l'année prochaine, ce serait bien qu'on s'y mette un peu tous, tu vois, et qu'on commence tous à déclarer, parce qu'en fait, c'est la loi. Hein. Donc moi, vraiment, j'ai une conviction profonde sur le fait que devant un tribunal, ça passe. Parce que c'est juste l'application des textes. J'ai eu un échange avec Crypto Avocat sur Twitter. Je ne connais pas son vrai nom, je l'ai oublié. Mais lui, il m'a dit, parce que je lui ai posé cette question-là, il m'a dit contacte-moi parce qu'effectivement, il ne faut pas déclarer ça dans le cadre des plus-values et tout ça. Il faut déclarer dans d'autres plus-values, mais ce n'est pas les mêmes du coup. Oui, enfin pas la flat tax. Voilà, c'est une devise. Si on part du principe que c'est une devise, effectivement, c'est à nous de faire nos déclarations dans ce sens-là. Ouais. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a un peu une incertitude juridique parce qu'on comprend bien que dans l'esprit du gouvernement et des régulateurs, dans l'esprit inconscient, vous êtes supposé déclarer vos bitcoins au même titre que vos autres cryptoactifs et donc voir fiscalité sur la question qui est voilà, dans le détail de laquelle je ne vais pas rentrer là. Mais effectivement, si on suit les textes stricto sensu, alors Bitcoin est une devise en fait. Ouais. Bon. C'était pour ça que c'était intéressant pour la planète entière des bitcoiners que Bukele adopte Bitcoin en monnaie légale, bien que ça contrarie l'idée même du Bitcoin qui se veut être une monnaie hors État, bien sûr. Hein. Est-ce que tu pensais, Seb, que c'est quelque chose... tu t'attendais que ça arrive plus tard ou pas, qu'un État adopte le Bitcoin? Parce que moi, je sais qu'au tout début, avant que le Salvador l'adopte, on se disait il y a bien un jour où un pays va le faire. Moi, à titre personnel, je pensais que ce serait dans 4-5 ans. Tu vois, pas si tôt en fait. Quand c'est arrivé, je me suis dit, oh la vache, c'est très buzz en fait comme annonce, mais finalement ça s'est maintenu. C'est pas un truc qui a été pris et puis 2 mois plus tard ça a été retiré. Ça fait plus d'1 an, enfin ça va bientôt on va bientôt fêter le 2e anniversaire dans 3 mois. C'est pour l'instant
censé durer, hein, apparemment, à moins qu'il y ait quelque chose. En Amérique du Sud et centrale, il se passe des choses très rapidement parfois, hein, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour connaître la zone. Du coup, la question, est-ce que tu as été surpris que ça arrive si tôt? Est-ce que tu pensais que ça aurait pu arriver plus tard? Est-ce que tu penses que ça s'est mis en place trop vite, trop pas lentement? Enfin, quel était ton sentiment quand tu as vu la nouvelle? Comment tu as réagi? Moi, j'ai trouvé ça dingue, mais je m'y attendais pas du tout. Enfin, je Ouais, d'accord. m'attendais à ce que si Bukele était élu, il fasse la promotion du Bitcoin, mais pas qu'il l'adopte comme monnaie légale. Pour moi, c'est pas une finalité. J'encourage pas du tout mes interlocuteurs dans les autres pays à le faire. Moi, s'il y a Ah un oui, président, pourquoi? parce que ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit monnaie légale? Du coup, ça rajoute la violence de l'État qui va imposer aux commerçants d'accepter le Bitcoin. C'est pas l'esprit. Ça sert à rien, hein. Il nous faut un président dans les pays qui soit friendly, qui disent nous, on encourage les gens à venir travailler dans l'écosystème blockchain chez nous. On exonère d'impôts comme fait Bukele. En tous les cas, on vous encourage. Vous n'êtes pas des bandits parce que vous utilisez le Bitcoin et que vous travaillez dans la blockchain. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est considéré en France, hein, au point que les banques nous dégagent régulièrement et tout ça. Donc ça suffit en fait qu'un président dise Bitcoin c'est vachement bien, que ma population s'y intéresse, c'est suffisant. Être friendly, ça suffit. Alors encore une fois, hein, Bukele c'était top parce que ça permet justement cette histoire fiscale d'en faire une vraie monnaie internationale, parce qu'adoptée par un pays, mais un seul pays, ça suffit, je pense. L'impression du cas d'usage en République centrafricaine et ce genre de choses est plutôt bonne aujourd'hui. T'en as aucune idée? Okay. Non, si, j'en ai une idée, mais nous, on a donné des préconisations au président Touadéra et il n'y en a pas une seule qui a été suivie. Mais bon, la première des préconisations, c'était déjà, je dirais le préalable aux préconisations, c'était que le pays soit en paix, qu'il retrouve la sécurité, parce que personne ne va faire du tourisme aujourd'hui, et même en étant très bitcoiner, vouloir aller en Centrafrique pour faire un paiement Lightning au Ledger Hotel, c'est moins sexy que d'aller le faire au Salvador. Donc, voilà, le pays étant dans une espèce de guerre civile, c'est très insécuritaire, il ne faut pas y aller. Donc, rien ne se passera tant qu'on sera dans cet état de violence dans le pays. Ouais. D'accord. Et la géothermie au Salvador, Baron Sullivan demande un peu si on sait où ça en est. C'est quand que tu mets tes ASIC sous un volcan? Pas tout de suite. Alors, actuellement, c'est toujours le même projet depuis des années au Salvador, hein, c'est de passer à 100% green. Donc, ils construisent plein de champs solaires et éoliens en ce moment. La géothermie, c'est un peu plus long. Et donc, le projet de géothermie, le gros projet, c'est pour la Bitcoin City, là, mais ils ont déjà plusieurs centrales. C'est une technologie qu'ils connaissent vachement bien. Ils sont très en avance en termes d'énergie durable au Salvador par rapport à plein de pays. Hein. Et ça, c'est pas Bukele, c'était déjà avant sa présidence. Donc voilà, il continue à faire grossir le parc. Et on le sait, plus on est proche d'un 100% renouvelable, plus il faut une puissance installée importante pour pouvoir répondre aux pics. Parce qu'on n'a plus l'outil pilotable au gaz ou au charbon qui permet de compenser. Et donc là, on a besoin de mining. Donc au fur et à mesure qu'ils construisent des nouvelles centrales ou solaires ou éoliennes ou à terme la géothermie, ils font venir des mineurs. Hein. Là, il y a une nouvelle société Vulcano Mining qui s'est créée là, avec Max Kaiser et toute la bande. Là. Et donc voilà. Et le bond est déjà alimenté à hauteur de 250 millions par Tether. Donc ça suit son cours gentiment. Et nous, on ne va pas miner là tout de suite parce que tout de suite, il n'y a pas de surplus. Donc on peut miner, hein, mais c'est 7 cents le kilowattheure, donc ça ne vaut pas le coup. C'est vrai. Ok, trop bien. Bon, et merci beaucoup à tous pour avoir participé à ce live sur l'avenir de Bitcoin. Ce qu'on en retient, c'est que ne vendez pas tout de suite votre Bitcoin. Je pense qu'il reste un peu de temps avant que tout cela s'effondre. Je pense que je mourrai avant de voir le réseau Bitcoin s'arrêter. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. Merci Sébastien de nous avoir partagé ta perspective. Merci Fanis également. N'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux habituels. Vous pouvez les trouver assez facilement. Si vous souhaitez vous former à la blockchain et d'ailleurs être formé par Fanis qui intervient chez nous, faut-il le rappeler au début du parcours consultant sur Bitcoin évidemment. Vous pouvez venir vous former chez Alira. On a des programmes sur 12 semaines qui vont débuter le 25 septembre pour devenir développeur, alors notamment sur Ethereum, pour devenir consultant, agnostique ou spécialiste de la finance centralisée et
également le dernier programme, le petit nouveau, un programme sur la tokenomics qu'on fait en partenariat avec Nomix et dont on est extrêmement content, qui nous avait été demandé pendant très longtemps. Voilà, Il y a un webinaire. Effectivement, il y a un webinaire ce soir à 20h. Ouais. Exactement, webinaire ce soir à 20h. Si vous voulez vous y inscrire, alira.fr. On présentera tout ça, on répondra à toutes vos questions. À nouveau, merci à tous d'avoir participé à cette chronique. C'était un grand plaisir. La semaine prochaine, on vous parlera d'Ethereum. On est reparti sur les fondamentaux. On vous parlera des L2, on vous parlera du Play to Earn et on vous parlera de ETHCC, la grande conférence d'Ethereum. On aura également des invités de choix. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. À bientôt. Salut tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, Bonne au revoir. Life is just